Bonjour à tous et à toutes. Peut-être pour des raisons d'organisation, je vous proposerai de vous mettre en mute pour la présentation, ce qui évite les bruits inhérents. Donc l'idée, c'était de vous parler un peu des innovations dans les cancers gynécologiques de cette année qui sont apparus et voir ensemble ensuite pour en discuter. Alors, je commence bien sûr par le cancer de l'ovaire, qui est celui dont on parle souvent le plus. Juste pour vous rappeler que ça reste encore aujourd'hui une tumeur et un cancer de mauvais pronostic, avec une survie qui reste en dessous, bien sûr, de ce que l'on voudrait, mais aussi une particularité, si on fait un parallèle avec le cancer du sein, une pathologie qui est rare, puisqu'on est autour de 5000 nouveaux cas par an alors que le cancer du sang, on est autour de 65 000 nouveaux cas par an. Par contre, vous le voyez, malheureusement, si le nombre de cas est faible, le nombre de décès liés à ce cancer reste très élevé, avec un âge au diagnostic qui est autour de 60 à 65 ans, très peu fréquent avant 40 ans, en dehors de tumeurs particulières, et un taux de forme familiale qui est autour de 5 à 8%. Quand on parle du cancer de l'ovaire, en fait, on est obligé de préciser qu'il existe des cancers de l'ovaire avec des formes extrêmement différentes, soit des formes qui se développent sur le revêtement épithélial, qui sont les formes les plus fréquentes, on parle d'adénocarcinome, soit des formes non épithéliales qui touchent en fait les cellules germinales de l'ovaire, c'est-à-dire celles qui sont à l'origine des fécondations ou des cellules un peu particulières qui sont sécrétantes et qui vont la plupart du temps produire les hormones féminines. Et de ce fait, vous voyez, quand on voit un panel complet des tumeurs de l'ovaire, on a vraiment des groupes différents, avec des histoires différentes, des pronostics différents et des efficacités de traitement extrêmement différentes. Et quand on regarde les formes épithéliales, les plus nombreuses sont ces adénocarcinomes dont je vous parlais tout à l'heure, et dans les adénocarcinomes, la moitié sont considérés comme étant des tumeurs séreuses, notamment de haut grade pour la grande majorité, qui ont un fonctionnement différent. Et c'est comme ça qu'on a appris dans ces tumeurs de haut grade qu'il existait des anomalies moléculaires dont on va reparler tout à l'heure, notamment des gènes BRCA1 et 2, que ce soit sous forme de mutation ou de méthylation, qui représentent un ensemble de tumeurs que l'on appelle HRD positive ou HRD négative quand on a des anomalies de la recombinaison homologue ou pas. Quoi qu'il en soit, ces tumeurs se présentent de manière très différente. Vous voyez que si on les sépare dans les sous-types histologiques connus, on voit que par exemple le diagnostic au stade 1 est très peu fréquent dans ces tumeurs de haut grade, que l'on retrouve plus fréquemment dans des stades avancés, qui vont expliquer aussi l'histoire différente de ces tumeurs par rapport aux tumeurs dites non épithéliales comme les tumeurs des cordons sexuels ou les tumeurs germinales. Effectivement, les tumeurs épithéliales sont un continuum entre l'épithélium normal, des lésions que l'on appelle des STIC, qui vont être des lésions précancéreuses, puis enfin les cellules cancéreuses. Et aujourd'hui, enfin, on commence à avoir des programmes de recherche autour de ces lésions précancéreuses qui, on l'espère, vont nous permettre de changer l'histoire de ces maladies. La stadification du cancer de l'ovaire, c'est un cancer qui se développe dans la cavité péritonéale. Donc, vous voyez avec une possibilité de diffusion en lien avec le liquide péritonéal qui fait que l'on peut retrouver des cellules cancéreuses à plusieurs endroits dans la cavité péritonéale, pas seulement au niveau du pelvis, et aussi une capacité de diffusion grâce au système lymphatique qui permet de retrouver des cellules cancéreuses dans les ganglions de la cavité péritonéale, mais vous imaginez bien aussi que les ganglions lymphatiques remontent juste dans le thorax, donc on peut retrouver aussi une diffusion sus-diaphragmatique. Ce que je vous disais des carcinomes séreux, c'est qu'effectivement, 60% d'entre eux sont diagnostiqués à un stade avancé, ce qui va faire un risque de rechute extrêmement important dans plus de 70% des cas, et une survie à 5 ans qui est très différente de celle des cancers du sein notamment, pour lequel il faut vraiment se battre au quotidien. Pourquoi? Parce que quand la maladie elle a rechuté, vous voyez que plus elle rechute, plus l'intervalle entre les rechutes diminue, jusqu'à devenir des tumeurs qui ont besoin
de traitement en permanence, ce traitement étant la plupart du temps de la chimiothérapie, soit à base de platine dans les premières récidives, soit au-delà de la troisième ou de la quatrième, souvent une résistance aux platines qui nous fait utiliser des chimiothérapies en continu, comme le Taxol hebdomadaire. On voit quand même que l'on a avancé et on a tout un tas d'essais thérapeutiques qui nous ont permis de faire venir des nouvelles molécules, le carboplatine dans les années 2000 avec le paclitaxel, puis le KLX, le bevacizumab dans les années 2010 et plus récemment les inhibiteurs de PARP en rechute ou en première ligne. Un point important qu'il faut rappeler dans le cancer de l'ovaire, c'est que le testing BRCA est fondamental pour identifier les familles et permettre de faire dans la prévention dans les familles qui sont porteurs de mutations des gènes BRCA1 et 2, mais aussi ce testing nous permet de définir le pronostic de la maladie de la patiente et aussi l'efficacité des inhibiteurs de PARP. Ces inhibiteurs de PARP, on a montré qu'ils étaient efficaces chez les patients qui ont des mutations de gènes BRCA, mais aussi au-delà, dans un groupe de patients pour lequel on a identifié un déficit de la recombinaison homologue, c'est ce qu'on appelle les tests HRD positifs, alors que pour les patientes qui n'ont pas ce déficit de la recombinaison homologue, les inhibiteurs de PARP, au moins en première ligne, semblent moins efficaces. Et ce testing HRD est aujourd'hui remboursé en France et doit être accessible à toutes nos patientes. Pourquoi? Parce que grâce à ce testing, vous voyez, si on ne regarde que les mutations dans le sang, on identifie 23% des patientes. Si on identifie ces mutations sur la tumeur, on arrive à monter jusqu'à 35%. Et si on fait un test HRD, c'est 50% des patientes qui sont identifiées comme étant sensibles aux inhibiteurs de PARP, à qui on va pouvoir proposer ce médicament en complément de la chimiothérapie. Et c'est effectivement ce qu'on a montré dans les études récentes. Jusque dans les années 2000, le traitement de référence, c'était la chirurgie initiale avec une réduction maximale et une chimiothérapie par carbotaxol. Ensuite, on a essayé beaucoup de choses. Malheureusement, d'autres chimiothérapies, les résultats sont négatifs. La chimiothérapie intrapéritonéale n'a pas montré son avantage par rapport à la chimiothérapie intraveineuse. Le bevacizumab a été la première molécule qui a montré un bénéfice en survie sans rechute et les inhibiteurs de PARP, le deuxième grand succès en première ligne. Alors, ces progrès médicaux, ils sont dans la capacité de faire une chirurgie plus complète, qu'elle soit initiale ou intervallaire. C'est vraiment la chirurgie complète qui est importante, et aussi au niveau des médicaments, avec le bevacizumab sur l'angiogénèse, avec les inhibiteurs de PARP sur la réparation de l'ADN pendant ou après la chimiothérapie. Donc les anti-angiogéniques, comment ils fonctionnent? Ils vont empêcher la cellule tumorale de développer une néoangiogénèse qui lui permet de proliférer et de diffuser au niveau métastatique. C'est le rôle des anti-angiogéniques. Et celui qu'on utilise dans le cancer de l'ovaire, c'est le bevacizumab, qui est disponible sous sa forme Princeps ou en forme de biosimilaire avec une efficacité similaire. Les inhibiteurs de PARP, eux, fonctionnent de manière complètement différente. Ils profitent d'une fragilité de la cellule cancéreuse, qui est donc ce déficit de la réparation homologue, pour rendre la cellule dépendante de ce mécanisme de réparation. Comme celui-ci est inexistant dans une certaine partie des cellules cancéreuses, la cellule cancéreuse au contact de l'inhibiteur de PARP va mourir pour incapacité de réparation. Et ces résultats ont été extrêmement bien identifiés dans des grandes études de phase 3, comme l'étude Solo 1 ou l'étude Paola 1 qui utilisait l'olaparib, où on a montré une amélioration de la survie sans rechute des patientes qui ont des mutations de BRCA pour l'étude Solo 1, avec 50% des patientes vivantes sans rechute à 5 ans. Et pour les patientes de l'étude Paola 1 qui avaient des altérations de BRCA, même résultat en combinaison avec le bevacizumab. Ce sont des études rapportées dans la littérature. Et Paola 1 a montré que la combinaison était efficace au-delà des mutations de BRCA dans l'ensemble des groupes de patientes avec un statut HRD positif, où vous voyez que toutes ces patientes à 5 ans sont en vie sans rechute, contrairement à 20% des patientes qui ne recevaient que le bevacizumab. Ces résultats ont été confirmés par des données de survie globale, c'est-à-dire qu'on a augmenté les chances de guérir ces patientes. Et aujourd'hui, à 5 ans, 65% des patientes HRD positives sont en vie
avec la combinaison contre 48% dans le groupe bevacizumab, alors que ce groupe-là, pour 50% d'entre elles, ont bénéficié d'un accès à un inhibiteur de PARP en rechute. Ça veut dire que même quand le PARP est disponible à la rechute, on gagne à le donner le plus rapidement possible. Notre algorithme de 2023, qui va être changé d'ici 3 mois, prévoit donc ces inhibiteurs de PARP et ce bevacizumab pour nos patientes avec des modalités un peu différentes. La combinaison est disponible pour les patientes qui sont BRCA mutées ou HRD. La monothérapie est proposée aux patients BRCA mutés ou HRD positifs en fonction des inhibiteurs de PARP, le niraparib ou maintenant le rucaparib ou l'olaparib seul. Pour les patientes qui sont dites HRD négatives, l'option sera du bevacizumab ou du niraparib, la combinaison n'ayant pas montré son intérêt. En rechute, quelles sont les grandes innovations? Eh bien, c'est l'arrivée des anticorps drogue conjugués. Qu'est-ce que c'est un anticorps drogue conjugué? C'est une chimiothérapie qu'on a attachée à un anticorps qui va aller se fixer sur une cible qui est présente essentiellement sur les cellules cancéreuses et qui va donc diminuer la toxicité et augmenter l'efficacité de ces médicaments par rapport à de la chimiothérapie toute seule. Vous voyez, on a beaucoup d'anticorps qui sont en cours d'exploration dans les cancers de l'ovaire actuellement, avec un médicament qui va être disponible en 2025 pour nos patientes qui sont résistantes aux sels de plastine. C'est le mirvetuximab soravtansine qui a montré son efficacité avec un taux de réponse, vous voyez, de 32% dans l'étude Soraya et une amélioration de la survie globale par rapport à la chimiothérapie classique dans l'étude Mirasol. On attend l'autorisation de disponibilité en France en 2025 pour les patientes qui ont des récepteurs au folate positifs avec un taux de positivité supérieur à 75%. C'est dans cette population-là qu'on a vu ces résultats aussi encourageants. Il en existe d'autres. Vous voyez, ce sont toutes les études qui ont rapporté de l'efficacité avec certains ADC, comme les inhibiteurs de TROP2, comme les inhibiteurs de Claudine 6, comme les inhibiteurs de MUC16 ou encore de la cadérine 6. Certaines de ces études sont ouvertes actuellement en France, disponibles pour les patients et les premiers résultats sont particulièrement encourageants. Donc, l'arrivée des nouveaux médicaments dans le cancer de l'ovaire, ce sont une amélioration de la survie pour plus de 50% des patients, une identification de 2 groupes de patientes, celles qui ont un test HRD positif pour lequel les PARP, plus ou moins le bevacizumab, sont une réelle amélioration, un groupe HRD négatif pour lequel il faut qu'on développe des essais thérapeutiques qui vont démarrer, j'espère, de manière rapide. Une maintenance pour toutes les patientes, avec de ce fait un besoin d'accompagnement encore plus grand pour poursuivre des traitements plus longtemps que la chimiothérapie, une qualité de la prise en charge chirurgicale qui est essentielle et qui nécessite une prise en charge dans des centres experts et des espoirs qui font que enfin peut-être les chercheurs et les industriels vont regarder ce cancer. Pour les cancers de l'endomètre, on a aussi des innovations. Donc, le cancer de l'endomètre, c'est un cancer des pays industrialisés, de la femme ménopausée, puisque l'âge moyen, vous voyez, est un peu plus élevé, 68 ans, avec des facteurs de risque qui sont bien connus, qui sont le surpoids, le diabète, l'hypertension, l'inactivité, pour lequel il faut donc que l'on lutte en amont. Depuis quelque temps, au-delà du stade FIGO, hein, de la localisation et de l'étendue de la maladie, on sait que les anomalies moléculaires comme le statut MSS ou le statut P53 sont des facteurs pronostiques. Et on le voit très bien, les tumeurs de type séreux qui ont des mutations de P53 sont les tumeurs de moins bon pronostic. Ce sont celles que l'on voit sur ces courbes, hein. Vous voyez là, nous avons les patientes qui ont une mutation de P53. Ici, nous avons les patientes qui ont des mutations sur le système du mismatch repair. Et depuis quelque temps, nos traitements en situation localisée tiennent compte de l'histologie, du stade, mais vous voyez aussi de ces altérations qui font qu'en fonction, on va décider de rajouter de la radiothérapie, de la chimiothérapie aux patientes en fonction de tous ces critères. Les avancées thérapeutiques, c'est essentiellement l'immunothérapie.
Le dostarlimab nous a montré il y a quelque temps son efficacité, particulièrement chez les patientes qui ont un statut dit MSI-High. Vous voyez, le taux de réponse est à près de 50% pour une durée de réponse qui est extrêmement longue. On savait donc que dans le cancer de l'endomètre, l'immunothérapie était une cible très importante pour nos patientes. Cette immunothérapie, elle a été évaluée en combinaison avec la chimiothérapie, avec différents types d'immunothérapie, en conjugaison avec les anti-angiogéniques, et c'est le lenvatinib, et aussi avec chimio et inhibiteur de PARP dans les études de première ligne. Et si on veut faire un- un descriptif de ce qui a été la prise en charge des cancers de l'endomètre, eh bien, avant, c'était de la chimiothérapie par carbotaxol pour la grosse majorité des patientes, à l'exception de quelques-unes qui pouvaient bénéficier de l'hormonothérapie. Et lorsque les patientes avaient reçu un set de platine, eh bien, globalement, on n'avait pas grand-chose. Et depuis quelques temps maintenant, on a cette association lenvatinib-pembrolizumab avec de l'immunothérapie qui a montré un bénéfice en survie sans rechute et en survie globale. Plus récemment, l'immunothérapie est arrivée en première ligne. Elle est disponible pour toutes les patientes en combinaison avec le carbotaxol en première ligne. Celles qui n'en ont pas reçu initialement ont toujours l'association avec le lenvatinib qui reste disponible. En revanche, on a été très déçus il y a seulement quelques semaines de voir que l'immunothérapie dans les stades localisés n'était pas efficace pour toutes les patientes, mais par contre semblait quand même l'être pour les patientes qui ont un statut MSI. On va devoir en faire la confirmation incessamment sous peu. Le futur, eh bien, est-ce qu'on pourrait se passer du carbotaxol, notamment pour les patientes qui ont ce statut MSI? C'est une étude qui est en cours, qui s'appelle Domenica, qui va essayer de s'affranchir de la chimiothérapie pour ces patientes. Est-ce que par contre, dans les patientes qui sont PMMR, c'est-à-dire qui n'ont pas d'instabilité microsatellitaire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'immunothérapie pour toutes? Il est possible qu'il y ait des groupes de patients pour lesquels l'immuno n'apporte rien. On a vu que les inhibiteurs de PARP en combinaison de l'immunothérapie pouvaient apporter un bénéfice dans ce groupe de patientes qui n'ont pas d'instabilité microsatellitaire, mais est-ce qu'il faut le donner à toutes ou est-ce que c'est certaines d'entre elles qui peuvent en bénéficier? On va le savoir rapidement, mais il est possible que nous allons pouvoir sélectionner nos patientes. Et là encore, il y a d'autres options qui arrivent, notamment ces ADC que je vous ai montrés dans le cancer de l'ovaire. Ils sont aussi développés dans le cancer de l'endomètre. Il y a des essais en cours aujourd'hui en France à la place de la chimiothérapie. Il y a d'autres molécules qui sont en train d'arriver, des inhibiteurs de FGFR2, des molécules qui ciblent le groupe des patientes qui n'ont pas d'altération de P53. Donc, tous ces essais thérapeutiques, un certain nombre sont disponibles en France. Je vous encourage à les explorer pour vos patientes. Et vous avez compris aussi la prévention qui peut éviter ce type de cancer est très importante pour le futur. Les cancers du col de l'utérus. Les cancers du col atteignent des patientes d'âge beaucoup plus jeune, c'est 45-55 ans, dans un contexte social souvent défavorable. C'est la deuxième cause de cancer, de décès par cancer. C'est lié à un virus qui s'appelle HPV, pour Human Papillomavirus, qui est extrêmement contaminant lors des rapports, notamment sexuels. La majorité de ces tumeurs sont des carcinomes épidermoïdes très en lien avec HPV. On a un petit groupe de patients qui sont des adénocarcinomes. Les facteurs pronostiques sont liés à la taille, l'extension de la maladie, qu'elle soit locale ou ganglionnaire, et le taux d'hémoglobine qui est connu pour être un facteur pronostique dans cette pathologie. Le cancer du col localisé et la chimiothérapie, globalement, on l'utilise en combinaison avec la radiothérapie, avec du cisplate hebdomadaire. En post-traitement, on n'a pas montré d'avantage. En pré-thérapeutique, jusqu'à présent, nous n'avions pas montré d'avantage. Il y a une étude récente qui semble améliorer le pronostic des patientes. L'étude doit être publiée. On attend avec impatience la publication pour vérifier la validité des résultats présentés oralement. Après chirurgie, elle est possible, mais elle n'a pas vraiment montré un bénéfice très important.
Et pour l'instant, les plus grands bénéfices attendus sont ceux de la combinaison de la radiochimio et de l'immuno, qui ont été effectivement rapportés cette année avec un bénéfice en survie globale dans une étude qui a associé l'immunothérapie au traitement standard de radiochimio, le pembrolizumab, et dont on espère avoir accès en France le plus rapidement possible pour nos patientes. On attend une autre étude avec un autre PDL1 inhibiteur qui s'appelle l'atezolizumab, qui j'espère vont rapporter leurs résultats le plus rapidement possible. La chimiothérapie dans les stades avancés, c'est en combinaison avec la radiothérapie. Après, en cas de récidive, malheureusement, la toxicité est extrêmement importante. Et du coup, le cisplatine est généralement remplacé par le carboplatine en combinaison avec le paclitaxel le plus souvent. Concernant les nouveautés, en 2014, on avait le bevacizumab qui s'est rajouté au cisplatine et au paclitaxel, qui est autorisé en France seulement depuis cette année, et l'immunothérapie qui est arrivée en 2022 pour les stades avancés chez des patientes qui n'ont pas reçu d'immunothérapie en stade localisé. L'immunothérapie a montré son efficacité toute seule avec le sémiplimab qui est disponible maintenant en France pour les patientes qui n'en auraient jamais reçu. Et vous voyez un bénéfice en survie globale qui est très significatif par rapport à la chimiothérapie. Le message aujourd'hui, c'est que tous les cancers du col, à un moment donné, doivent bénéficier d'immunothérapie. En stade localisé, lorsque celui-ci sera disponible, en stade métastatique, en combinaison avec la chimiothérapie par celle de platine, plus ou moins bevacizumab, et si les patientes n'y ont pas eu accès, en monothérapie après celle de platine. Mais bien sûr, dans le cancer du col, je ne peux m'empêcher de vous rappeler que c'est une pathologie que l'on peut éradiquer en tenant compte des programmes de vaccination et du dépistage avec un frottis cervico-utérin tous les 3 ans. C'est un message très important pour l'ensemble de la communauté. Pour conclure, pour vous laisser le temps de me poser des questions, vous voyez qu'on a enfin des nouvelles options dans les cancers gynécologiques et pas qu'un peu. Donc, on peut être vraiment très content pour le futur. Mais de ce fait, il est important de faire entendre vos voix pour montrer que ces pathologies peuvent avoir des innovations thérapeutiques qui arrivent au lit des patients, pour montrer qu'on peut changer l'histoire de ces cancers. Il est aussi temps de s'occuper des cancers rares gynécologiques qui ne sont pas si rares et pour lesquels, pour l'instant, nous ne voyons pas arriver d'innovation thérapeutique. Et maintenant qu'on a amélioré la survie de ces patientes, que ce soit l'ovaire, l'endomètre ou le col, il est temps de penser à la prévention et au dépistage primaire et secondaire, puisqu'on a des longues survivantes. Donc, il faut qu'on s'occupe de ces longues survivantes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation très complète. On va pouvoir passer aux questions du coup, donc n'hésitez pas à nous les envoyer via le chat, comme ça une réponse pourra être... C'est très court pour vous donner l'opportunité de me poser des questions. J'ai probablement été très rapide, donc n'hésitez pas à reposer des questions. Il n'y a jamais de questions incertaines ou idiotes, elles sont toujours pertinentes. Tout à fait. On vous laisse quelques minutes du coup, si besoin. À une personne qui a levé la main, est-ce qu'on peut permettre de parler? Donc oui, normalement, on peut ouvrir. On vous laisse du coup poser votre question. Oui, bonjour. En fait, je ne peux pas passer par le chat, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, juste ma question, tout ce que vous avez amené pour les cancers haut grade des ovaires, est-ce que pour les bas grades, on peut envisager des choses en parallèle également? Est-ce Alors, que les traitements sont aussi... vous avez raison, il y a probablement des innovations des hauts grades qui pourront être efficaces dans les bas grades, tout du moins moi je l'espère. Actuellement, la grosse innovation, c'est l'arrivée d'une combinaison avec un inhibiteur de MEK et de FAK, qui est un programme qui est l'idée par un industriel. Et la phase 3 va démarrer au recrutement incessamment sous peu en France. Et les résultats qu'on a vus dans la phase 2 sont
suffisamment encourageants pour penser que l'on sera en capacité de les proposer à la place de la chimiothérapie. Donc ça, c'est quand même une innovation importante. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Nous, on essaye de proposer d'autres nouvelles molécules, des molécules dont on a vu l'efficacité dans des petites phases 2, d'essayer d'en faire des plus grandes études pour être complètement solide en termes d'efficacité et de pouvoir dire aux autorités, regardez, c'est pas seulement une phase 2 avec un petit nombre de patients. Et ça, c'est des études qui sont en cours de démarrage ou qui vont démarrer dans les années à venir. Concernant les ADC, j'essaye actuellement de sensibiliser les industriels sur ces pathologies rares. On est en train de construire des programmes. Ça prend toujours trop de temps du point de vue des patients, mais je trouve aujourd'hui une oreille des industriels bien meilleure qu'il y a 10 ans. Donc j'espère avoir dans l'avenir plus de succès que l'on en a eu jusqu'à présent. J'espère que je réponds à vos questions. Ok, merci. On a une question du coup hop, dans le chat sur les traitements pour les ovaires, les cancers des ovaires à cellules claires en oligométastase pulmonaire opérée. Alors, c'est difficile de répondre de manière globale, mais effectivement, les cancers des carcinomes à cellules claires sont peu sensibles à la chimiothérapie classique. Donc, c'est là encore des tumeurs rares sur lesquelles on essaye de trouver des innovations. L'immunothérapie paraît très intéressante. Donc là encore, il y a eu des essais en cours qui l'ont montré. Il y a d'autres essais qui vont démarrer pour cibler cette voie et essayer d'en faire la démonstration. Concernant la maladie oligométastatique, faire un traitement adjuvant de chimiothérapie alors que l'ensemble de la maladie a été enlevé n'est pas forcément satisfaisant vu la faible sensibilité de la chimiothérapie, mais tout ça se décide dans une discussion avec le patient. Il y a parfois d'autres facteurs qui interviennent qui font qu'on pourrait proposer un traitement d'entretien ou une radiothérapie complémentaire, par exemple. Mais c'est vrai que si la patiente a une maladie opérable ou irradiable, j'aurais tendance particulièrement dans cette maladie à renforcer ce message. Super. Du coup, on a une personne qui a levé la main qui va pouvoir prendre la parole. Du coup, Nelly, on vous laisse activer votre micro du coup pour poser la question. Ou est-ce que c'était peut-être une erreur? C'était peut-être une erreur. Donc du coup, si jamais vous avez besoin de reparler, vous nous dites. Là, en attendant, j'enlève. Dans le chat, opéré à 2 reprises d'une adoménémiose importante, il me conseille de réaliser un frottis annuel. Je viens d'avoir 70 ans, alors frottis ne sont plus à l'heure du jour après 65 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait après l'âge? Alors, dans ce contexte un peu particulier, j'avoue qu'au-delà de 70 ans, je ne suis pas certaine du bénéfice du frottis. Maintenant, si votre médecin qui vous connaît bien vous a proposé de poursuivre les frottis, je pense qu'il faut l'écouter. Il y a peut-être autour de votre cas des caractéristiques particulières qui vous ont peut-être même pas été évoquées d'ailleurs, mais que lui a en tête. Et j'aurais des difficultés à vous encourager à ne pas vous faire surveiller alors que votre médecin vous l'a proposé. Quels sont les signes cliniques faisant évoquer un cancer de l'ovaire? C'est une question qui est très difficile parce que vous avez vu le cancer de l'ovaire se développe dans un endroit qui est comme un coquetier. Je prends souvent cet exemple avec mes patientes où on peut recevoir une grossesse d'un bébé qui à un moment donné va peser jusqu'à 3 voire 4 kilos. Donc effectivement, avant que la maladie donne des signes particuliers, elle peut être très sournoise. Il faut rester sensible à son corps et l'écouter. Et évidemment, des troubles du transit
ne sont pas forcément une constipation de la femme de plus de 50 ans. Certes, l'âge favorise la constipation, mais une constipation qui ne répond pas bien aux traitements standards qui sont proposés par le médecin doit être explorée un peu plus. C'est en fait la continuité des symptômes qui sont quasi permanents et qui durent un certain temps, qui sont les plus, euh, comment dirais-je, les plus palpables. C'est là-dessus, oui, sur lequel il faut faire attention, des symptômes qui perdurent. Merci. Une autre question, du coup, y a-t-il une avancée dans le domaine de la granulosa? Je ne sais même pas si on dit ça ou ça. Alors, les tumeurs de la granulosa sont des tumeurs effectivement très particulières qui ont une évolution très indolente. Donc, pour la plupart des patientes, on n'a pas un risque vital. Malheureusement, au bout d'un moment, elles deviennent quand même résistantes à la chirurgie notamment, mais aux traitements médicaux. Et jusqu'à présent, on a été extrêmement déçus de tout ce qu'on a essayé. Il se trouve qu'actuellement, il y a une étude avec un médicament qui est un modulateur de la voie du TGF-bêta qui est ouverte en France dans 4 institutions et cette molécule a l'air d'être particulièrement efficace, tout du moins sur un tout petit nombre de patients. Donc, si vous avez connaissance de patientes en France qui ont besoin d'un traitement médicamenteux qui ne relève pas de la chirurgie, il faut essayer de les adresser dans ces centres. Le CLB en est un, hein, mais il y en a d'autres à Paris ou dans d'autres villes. Donc, c'est vrai que c'est actuellement l'innovation qui nous paraît la plus intéressante. On va relaisser la parole à Nelly qui a toujours la main levée. On réessaye une fois. Si vous voulez prendre la parole, on vous laisse nous poser la question. Oui, bonjour. Je suis donc atteinte de la granulosa. Actuellement, je suis le protocole Alépro et j'aimerais savoir justement si la durée à peu près d'un traitement Alépro. Alors, Alépro, c'est un protocole qui associe deux médicaments, de l'hormonothérapie et un médicament qu'on connaît bien dans le cancer du sein, qui s'appelle l'abémaciclib. Ce médicament a montré dans le cancer du sein une nette efficacité pour réverser la résistance à l'hormonothérapie. Et on espère que, avec cette combinaison, on va pouvoir faire la même chose pour les cancers de la granulosa et les carcinomes séreux de bas grade. Il ne vous sera proposé que tant qu'il sera efficace. Et ce type de médicament est en général beaucoup moins toxique que la chimiothérapie. Donc, si il montre une efficacité, c'est-à-dire une réduction de votre maladie ou empêcher la maladie de progresser, on est en possibilité de l'utiliser. Moi, dans les cancers du sein, il m'arrive de l'utiliser pendant plusieurs années tant que le traitement fonctionne. Si ce médicament venait à ne pas être efficace chez vous, cette étude de phase 1 dont je viens de parler pourrait tout à fait vous être proposée, mais elle ne vous sera proposée que si la combinaison actuelle ne fonctionne pas. Il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. En effet, l'anticorps paraît très intéressant, mais aujourd'hui, on n'a pas la preuve qu'il sera efficace chez toutes les patientes, et inversement pour la bémaciclib. Merci. Alors, est-ce qu'il nous reste une question? Ouais, c'était pour compléter, voilà, une autre demande, mais là, c'est plus sur un cas personnel, donc du coup, voilà, on continuera pas là-dessus. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer. Moi, j'en profite pour vous dire qu'on commence nos actions pour Octobre Rose à partir de demain au centre, notamment des actions sur les thérapies complémentaires, sur la reconstruction mammaire. On aura notamment une conférence sur cette thématique-là le 8 octobre. Je pense que ça a l'air tout bon. Encore 2-3 minutes et
Et on pourra du coup se quitter. Juste une question, est-ce que vous avez besoin que je mette mes diapositives à la disposition du centre pour les patientes ou le public qui aurait voulu les regarder, ou de toute façon il y aura la vidéo et on les voit sur la vidéo? Ouais, bah du coup, vu qu'il y aura la vidéo, du coup, c'est tout bon. Nous, on publiera comme ça le webinaire sur notre page YouTube. On a une petite catégorie replay des webinaires et on pourra le mettre. Donc, comme ça, il y aura les diapositives directement dessus. Donc, c'est tout bon. D'accord. Je pense que c'est bon. Donc, qu'il n'y a plus de questions qui arrivent. On va pouvoir se quitter, se souhaiter un bon appétit. Et surtout un bon courage Voilà. à vous toutes qui êtes en traitement ou qui avez pu rencontrer ces pathologies. Je vous félicite de toute façon de votre courage. Je vous en Merci prie, au beaucoup. revoir. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée à tous. À bientôt.